On est donc désormais à 73 départements en vigilance orange à partir de demain pour... Quelque chose de sérieux. Pour moi, c'est important d'être là pour montrer que la communauté LGBT... C'était plus que nécessaire pour pas être dans son coin. Venons-en à l'éternel problème des urgences saturées. Les noms de 130 patients qui ont passé plus de 12 heures à attendre qu'on les prenne en charge. Soudain, une voiture noire s'arrête. À l'arrière sort un homme masqué, capuche sur la tête. Il ouvre le feu. Bonjour à tous, Privet Druzia, Как дела, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles, Russie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une réflexion que je me fais sur pourquoi la Russie est un pays où il fait bon vivre aujourd'hui, et on va pouvoir aborder la sécurité. Et une deuxième chose, aujourd'hui je suis invité chez un ami qui a créé un projet de glamping à 2 heures au sud de Moscou. Je vais vous montrer ça, ce qu'ils ont préparé et le cadre qui est super agréable. Поехали. Ça va faire bientôt 4 ans que j'ai décidé de vivre en Russie. Et c'est vrai qu'une des choses les plus importantes pour moi et pour ma famille, c'est la sécurité. Et en Russie, je me trouve dans un environnement de sécurité. Et ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est 3 points de réflexion que je me fais sur la sécurité. Alors ça va être la sécurité physique, la sécurité mentale, sécurité, je dirais, sanitaire, et puis la sécurité naturelle. Les amis, c'est le moment de parler du partenaire de cette vidéo. Dans le système bancaire traditionnel, vos fonds ne vous appartiennent pas vraiment. Les banques peuvent bloquer vos comptes à tout moment, bloquer vos virements, ou même imposer des limites sans vous prévenir. C'est pour ça que je voulais vous présenter Best Wallet, un portefeuille crypto que j'utilise personnellement au quotidien et ça change la donne dans le contexte actuel. Pourquoi Best Wallet? C'est la sécurité et la liberté. C'est bien plus qu'un wallet, c'est un outil qui vous redonne le contrôle sur vos finances. Vos fonds vous appartiennent à 100%. Pas de banque pour les bloquer, aucun KYC, pas besoin de justifier des mouvements d'argent. Protection contre l'inflation en plaçant une partie de votre épargne en stablecoin. En plus de sécuriser votre argent, Best Wallet vous permet d'acheter des crypto-monnaies pour vous diversifier, du Bitcoin, de l'Ethereum et plein d'autres, avec des rendements bien plus intéressants qu'un PEA classique. Placé en stablecoin pour protéger votre épargne, transférer facilement des fonds vers la Russie. Et oui, un wallet, c'est le démarrage pour transférer les fonds vers la Russie. Et si vous avez de la famille là-bas ou si vous souhaitez vous expatrier en Russie, c'est super intéressant. Ce que j'aime avec Best Wallet, c'est la liberté. Pas de bureaucratie, pas de demande de justificatif à n'en plus finir. Transaction rapide et pas cher du tout. Plus besoin de payer 5% de frais pour un virement à l'international. Votre argent est vraiment le vôtre et vous en faites ce que vous en voulez. Perso, moi je l'utilise tous les jours et c'est un vrai soulagement de savoir que mes fonds sont accessibles, sécurisés et sous mon contrôle. Si vous aussi, vous en avez marre des banques traditionnelles, que vous souhaitez protéger votre épargne, diversifier vos actifs ou simplifier vos transferts, je vous recommande vivement d'utiliser Best Wallet. C'est un outil indispensable pour tous ceux qui veulent reprendre le contrôle sur leurs finances. Je vous mets le lien en description les amis si vous souhaitez tester et ici QR code pour télécharger directement l'application. Donc pour démarrer avec la sécurité physique, moi je trouve qu'en France, qui est quand même une grande nation par son histoire, par sa culture, par ce qu'elle a pu faire dans ce monde,
aujourd'hui se retrouve face à des difficultés au niveau de sa sécurité intérieure. Ça s'explique par différents facteurs, mais aujourd'hui, dans les grandes villes de France, on ne se sent plus en sécurité. On peut à tout moment se faire agresser déjà verbalement, se faire insulter. On peut très bien se retrouver un couteau dans le ventre très rapidement. Ça va beaucoup plus vite qu'avant. Même moi, quand j'étais jeune en France, ça arrivait déjà les coups de couteau, mais pas aussi vite. Pas aussi vite. Moi, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Besançon. Il y avait déjà, je me souviens très bien, hein, déjà beaucoup d'insécurité quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans, qu'on sortait. Beaucoup de conflits. Alors déjà, il y a le problème d'immigration, donc une population qui n'est pas assimilée, qui ne respecte pas nos rites, notre culture, notre pays. Et ça, c'est une petite partie de la population d'immigrés, mais qui font le travail pour produire un sentiment d'insécurité. Et après aussi en France, on a un gros problème. Bon, on est tous avec des opinions qui sont un peu différentes. Pour le résumer, si on doit dire en politique, moi j'aborde pas de politique, mais pour vous expliquer, il y a les personnes qui sont antifascistes, les socialistes, les républicains, le Front National, les écolos. En fait, tout ça, ça crée des petites meutes différentes. Et si vous avez des antifas qui rencontrent des personnes du Rassemblement national, c'est la bagarre en permanence. Il y a des agressions en permanence, d'un côté comme de l'autre. Donc il y a vraiment un climat social qui est très compliqué en France. Il y a plein de groupes. Donc on dit oui, la démocratie, mais au final, cette démocratie, elle divise, je trouve personnellement, énormément la population. Elle divise énormément la population, et puis quand on regarde les journaux, il n'y a pas une journée qu'on voit où il n'y a pas une personne qui s'est fait planter, une personne qui s'est fait agresser par des groupes d'individus, Donc c'est vrai qu'au niveau des violences physiques, de la sécurité physique, j'ai des histoires en France où il y a des filles qui se sont fait, on ne peut pas le dire sur YouTube, mais c'est une catastrophe, Et ça on le ressent en plus parce que il y a un climat aussi où la ville les villes ne sont pas propres à 100%. Si vous prenez le métro à Paris, c'est dégueulasse. Donc ça, c'est franchement lourd. Et ça, je ne l'ai pas en Russie, moi. Ça, je ne l'ai pas en Russie. La Russie, en fait, la criminalité, bien sûr qu'elle existe en Russie, mais il n'y a pas ce problème de manque de civisme, de manque d'assimilation, de clans, de Russes un peu partout. Les gens sont plus ensemble derrière le drapeau que séparés à se mettre sur la gueule. Et ça, c'est une grande différence. Donc si vous voulez, que vous soyez une femme ou un homme, même français en Russie, il y a, moi ça fait 4 ans que je suis là, il n'y a pas une personne qui a tenté de m'agresser un jour. C'est jamais arrivé, j'ai même pas eu un conflit, des insultes, jamais. Pourtant, vous me connaissez, si vous regardez ma chaîne YouTube, que j'aille dans le nord, en Carélie, chez les Sahamis, ou dans le sud, dans le Caucase, dans la partie musulmane, j'ai jamais eu un problème. Alors qu'en France, franchement, il y a forcément des moments où vous arrivez avec des tensions. Donc ça, c'est cette sécurité-là, sécurité physique, qui est quand même bien plus importante en Russie qu'en France. L'autorité fait son travail. Il y a beaucoup de police, beaucoup de présence policière en Russie. Et puis les citoyens respectent l'ordre. Et c'est une grosse différence. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est pour moi aussi, c'est sécurité mentale. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'aujourd'hui, en France, c'est pas que en France, hein, mais vous pouvez regarder, alors pour revenir à la sécurité physique, avant de repartir là-dessus, vous regardez aux États-Unis, quand vous allez à Los Angeles, il y a des documentaires qui sortent dessus tous les jours. Les mecs qui se droguent au fentanyl et qui sont comme des zombies dans la rue. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? C'est Zombieland. Et aux États-Unis, c'est une catastrophe. Il y a plein d'autres pays comme ça. Et moi, je trouve qu'en sécurité, c'est propre, c'est clean. Il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bien sûr, tout peut arriver, mais vous avez beaucoup moins de chances de vous faire agresser et d'avoir des problèmes en Russie qu'en Occident. Et c'est pour ça que je reçois plein de demandes
de vous, par mail, de comment on peut faire pour quitter la France ou l'Occident. Canada, j'ai des Canadiens qui m'écrivent, j'ai des Belges qui m'écrivent, j'ai des Suisses qui m'écrivent. C'est impressionnant. Donc au niveau de la sécurité mentale, en fait on est donc dans une société où on prône la liberté d'expression, la liberté d'être, avec ce fameux mouvement LGBT, et on essaye de nous faire croire que c'est normal, qu'il n'y a plus de manière de penser autrement. On essaye d'écarter la religion le plus possible, d'être dans ce mouvement où à l'école, on va nous expliquer si on va être homosexuel, comment il faut faire. Ça, c'est dans les cours, hein. C'est vraiment dans les cours à l'école. J'ai plein de Français qui m'écrivent, là, qui me disent « Non mais Charles, il faut qu'on parte ». Là, je sais pas comment, l'AES, il me semble, qui sont en train de regarder pour prendre nos enfants parce que nous, on veut pas qu'on nous inculque ça à nos enfants, choisir le genre quand tu as 3, 4, 5, 6 ans. Franchement, pour moi, ça, je vous le dis, hein, c'est inadmissible. À 5-6 ans, on n'a pas la manière de penser, de savoir si on veut être un garçon ou une fille. Si à 30, 40 ans, tu veux faire ça, bah, tu fais ce que tu veux et tu ne te feras pas emmerder. Mais par contre, qu'on touche à l'éducation des parents, qu'on place nos enfants 8 heures par jour, en fait, c'est ça qui est aussi dur, c'est qu'on place nos enfants à l'école avec des profs qu'on ne connaît pas, qui donc veulent inculquer des choses qui sont complètement différentes que ce que nous, on veut inculquer. On les laisse 8 heures par jour pendant 5 jours. Si vous voyez le résultat, c'est vrai qu'après, si pendant 1 an, vous lui dites tu veux être un garçon ou une fille, 8 heures par jour, 5 jours, le garçon ou la fille va être complètement paumé. Et là, les parents, ils n'ont plus trop de pouvoir. Et en plus, s'ils commencent à contester, ils ont la possibilité de se faire sanctionner ou avoir des problèmes, voire en retirer la garde des enfants. Et ça, c'est ouf. Donc voilà, quand je dis sécurité mentale, c'est ici en Russie, tu es dans un pays de tradition qui garde la culture, tu es dans un pays de forte tradition religieuse. Il y a une maman, un papa, famille traditionnelle, les enfants. Et ça, moi, en tout cas, j'aime bien. Je protège aussi ma famille. Et je trouve ça très bien. Donc ça, c'est sécurité mentale. Il y a d'autres sujets encore, mais je pense que c'est déjà une bonne chose. Après, donc sécurité au niveau sanitaire. Aujourd'hui, la médecine en Russie, elle est top. Et pas que à Moscou, mais en tout cas, la Russie est top là-dessus. Elle s'est vachement améliorée. Les hôpitaux sont neufs. Les médecins sont de grande qualité. La prise en charge est plutôt très rapide. Et en plus, les soins, dans une grande majorité, sont gratuits, sauf pour les trucs un peu spécifiques, esthétiques. Voilà. Comme on a en France, sur le même principe qu'on a en France. Alors qu'en France, on avait un super système. Les hôpitaux se font vieux aujourd'hui. Il n'y a plus de personnel. Là, je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'ai eu mon cousin, un membre de ma famille, qui a eu un souci de santé. Il a dû se rendre en urgence à l'hôpital. Il a attendu 6 heures dans la salle d'attente des urgences pour un début de prise en charge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est gigantesque, c'est gigantesque. Pareil, avec tout ce que j'en ai déjà parlé, mais si vous voulez prendre un rendez-vous chez un spécialiste, c'est très compliqué en France et c'est très long. Vous pouvez attendre 6 mois pour aller voir un ophtalmo pour les yeux. En Russie, là j'appelle cet après-midi, je vais chez l'ophtalmo. Enfin, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc tout ça, c'est des différences qui sont assez importantes. Et là, on a croisé une courbe où avant en France c'était mieux. Ah là, pour moi en Russie c'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant, c'est sûr et certain. Donc ça, c'est au niveau sanitaire, des infrastructures, des personnels, de la formation, de tout. Et le 4e point que je veux voir avec vous, qui n'est pas non négligeable, c'est que c'est plus une sécurité, je dirais, naturelle. Aujourd'hui, tout le monde le sait, alors sauf bien sûr, il y en a qui diront que non, mais on est dans une période sur la Terre où il y a beaucoup de changements climatiques et qui engendrent de plus en plus de catastrophes naturelles. Ça, c'est la France, ça, c'est la Russie. En fait, s'il y a des catastrophes naturelles, j'ai la chance de me trouver aujourd'hui dans le pays le plus grand au monde qui permet, en cas d'un souci sur cette terre,
de pouvoir me transporter avec ma famille dans une autre région très rapidement. Sibérie, Altaï, Vladivostok, dans le nord, Carélie, enfin voilà, je peux aller un peu partout en Russie. Et c'est vrai que ça permet quand même d'être rassuré le jour, si ça arrive, il y a un problème. Il y a un problème. Alors qu'en France, c'est vrai que on est quand même dans un pays qui est magnifique. Hein. La France est le pays le plus beau du monde sur une surface aussi petite. Mais là-dessus, c'est tout petit, quoi. Donc s'il y a un problème qui est important, les inondations. Là, on a pu voir, hein, vous avez vu, il n'y a pas longtemps, problème d'électricité en Espagne. Coupure. Blackout complet. Là, on peut rien faire. En ce moment, il y a des inondations. Paris ravagé. Vous avez vu, les inondations, c'était jamais arrivé depuis je ne sais pas combien de temps. Gigantesque orage. C'est vrai que les catastrophes, ça commence à arriver de plus en plus. Et en Russie, autosuffisante sur l'énergie, agriculture gigantesque, gaz, pétrole, électricité, territoire gigantesque. C'est vrai que sur le long terme, on ne sait pas ce qui peut arriver et que je suis quand même dans un pays qui me protège. Donc ça me protège au niveau de la culture, ça me protège au niveau de la sécurité physique et ça me protège en plus au niveau naturel. Donc pour moi aujourd'hui, en 2025 et encore pendant longtemps, c'est le pays où on est le plus en sécurité, n'en déplaise à certains. Voilà, c'était la petite réflexion de ce jour dans la vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez vraiment en sécurité en France, sur tous les plans qu'on vient d'aborder. Qu'est-ce qui vous manque aussi, peut-être, pour avoir ce niveau de sécurité. Et puis je vais vous montrer où je suis aujourd'hui, ce qui me fait me poser un peu, réfléchir. Je suis dans un glamping à 2 heures de Moscou, au bord de la rivière Oka, la Oka rivière, qui prend sa source à 150 km d'ici et qui va se jeter à Nijni Novgorod. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. C'est la rencontre de la Moskva et de la Oka, et ça fait ensuite la Volga qui descend jusqu'à la mer Caspienne. Et il y a le petit Français qui est avec moi aujourd'hui, Tommy. Tommy, lui il croit qu'il va prendre des arbres. Allez, viens là, au pied. On prendra l'arbre plus tard. Ils ont posé, si j'ai bien compris, on verra tout à l'heure avec le chef du glamping, 11 petites maisons comme ça. Et en plus elles sont toutes équipées. Il y a frigo, plaque de cuisson, avec la petite terrasse comme ça. Et avec le lit, avec la baie vitrée. Voilà. Petite terrasse. Très agréable. Et ce qui est super sympa, c'est qu'on est au bord de la rivière Oka, qui est une très grande rivière. On va laisser s'en approcher. Vous voyez, donc ça c'est la base. Là ce soir, on ira se faire un petit barbecue. Là on est en pleine campagne russe. J'aime bien aussi sortir des villes. Oui. Là vous avez le barbecue, le petit coin avec les chaises. Et on va aller voir là-bas. Donc ça continue. C'est encore en travaux, c'est pas tout à fait fini. Je vais bien sûr vous mettre le lien en description pour que vous puissiez venir, et on va gérer une petite réduction aussi quand vous venez. Et là ils sont en train de construire une piscine. Yamagu, passe-moi tes là. Alors, regardez. Donc là on arrive, c'est en construction. Tac, c'est une très grande piscine. Et là, ça va être un sauna. Tac, sauna.
Ça va être le sauna avec la salle de bain. Сегодня воду начнем пробовать заливать. Сегодня воду. Тест. Если все нормально, то, наверное, к концу, на следующей неделе уже будет вода и будет фильтрация вся сделана. Ok. 1 week. Ah, 1 week. 1 week. Maximum. Today, test water. Water test. Ah, water test aujourd'hui? No. Yes, смотри. Okay. You can... Первый. Можем? Давай, вот. C'est moi le premier qui vais mettre l'eau dans la piscine. On s'en souviendra. Quoi? Pas dur. Yeah. Я первый. Ouais, puis ils ont des paddles. On va aller voir la rivière après, ils ont des paddles. Donc vous pouvez aller quand il fait chaud et beau. Là franchement le mois de juin est pas très chaud, mais à partir de la semaine prochaine ils promettent du soleil et de la chaleur. Parce que ce qu'il faut savoir c'est quand même en Russie en fait les saisons sont très marquées. L'hiver fait très froid, le printemps est fleuri et confortable. L'été est chaud. À contrario de ce qu'on peut croire, l'été est chaud, facilement faire 30 degrés. Moscou et sa région. Dans le sud, encore plus, mais Moscou et sa région, facilement 30 degrés. Donc c'est très sympa d'avoir des saisons qui sont encore marquées dans ce pays. Là, vous voyez, vous avez donc les petites maisons. Et là, vous allez avoir les bulles. Elles sont peut-être... Ça, les bulles avec la vue panoramique. Ça tient, c'est solide là. Tac. Sympa aussi. Tac, safari. Trop cool. Tac. La vue sympa. Ouais. Tac. Donc là vous avez les lits, les matelas. Vous vous réveillez le matin. Admettons, on sort. Hop. Tac. Stylé ou pas, Tommy? Oui, comment tu sautes, toi? Ah, c'est grand le territoire, hein. On va aller voir la rivière. Hein, à 2 heures de Moscou. La jungle russe. Et apparemment, il y a plein d'animaux autour. Ваши руки, а где ваши носики, носики? Пеппа, Пеппа, Паф, Пеппа, Пеппа, Папа, Пеппа, Пеппа, Па, Пеппа, Пара, Папа, Пеппа, Пеппа, Паф, Пеппа, Tommy, Tommy, Пеппа, Пеппа, Па, танцует до утра. Иди сюда. Au pied. Petite vache normande. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais?
Pas bouger. Тяжело. Pas bouger. Не, застрял. Сейчас. Bon les gars, ça part avec Tommy faire du paddle. On va voir s'il tient. Pas bouger Tommy. Ah si. Pas bouger. Pas bouger. Ouais. О, ты там на открытую воду открыл. Открытая вода, и тут можно ходить. Я думаю, это бобер плавает. А где бобер? Вот я думаю, он тут по этой воде ходит. Там? Не, у него дом вот есть там, далеко. Но надо пешком с той стороны ходить. А видел я его вот здесь, он выходил. Прям вот 10 метров назад. Très sympa les gars, très sympa. Un peu de paddle sur la rivière Oka. Tommy, incroyable. Niais Tommy, niais Tommy. Regardez l'aigle. C'est Igle, le directeur du glamping. Je vous le présente sur la chaîne. Да вот, кто я такой человек? Вот даже я здесь как бы занимаюсь как бы этим ясно-красно нашим проектом. Вот. У нас здесь компания из 3 друзей. Мы решили, собрались как бы чуть-чуть навести здесь не порядок, а какую-то, так сказать, цивилизацию привнести для отдыха. Место нам очень нравится. Вот здесь мы ночевали как бы с палаткой, с семьей несколько раз. И решили все-таки сделать более цивилизованным отдых. Сделать, как бы, чтобы были домики. И я вот, собственно говоря, здесь 3-й год уже вожусь и как бы занимаюсь, контролирую строительство, сам строю. Здесь почти прямо на берегу реки Оки. Красивая Ока, река. Река отличная, Да. река отличная, и как бы есть рыба, можно рыбу ловить. И это недалеко с Москвы, да? Это 2 часа? От Москвы, так же как и на самом деле от Москвы где-то здесь ровно 110-120 километров со всеми поворотами. И до Тулы 100 километров. Тула. То есть примерно ровно посередине между Москвой и Тулой. Да. Вот. Так что вот особо-то больше нечего сказать. Ничем я был не связан с индустрией гостеприимства, с отдыхом. Но вот место притянуло. Хотели мы, кстати, Шаль, начинать вообще только с сафари-тентов, вот с палаток. Да. Вот. А потом как-то нас затянуло, и начались эти домики, потом эти лунные домики появились. И еще бассейн навалился, и здесь, в общем, целое... Как... Теннис. Теннис, Теннис да, тоже. да, теннис, да. Потом вот эта вот все большая платформа бетонная, которую нужно обустраивать. Было изначально-то вообще думали построить 6 палаток, летом поработать, свернуть их на зиму и уехать в Москву. На следующий год опять приехать, летом поработать, скрутиться и уехать. А так, видишь, и теперь вот приходится здесь сидеть безвылазно. Хорошо. Спасибо большое, Игорь. Donc les gars, bien sûr, je vous mets en description le contact si vous voulez passer une nuit, un week-end en famille. Bah, franchement, c'est à 2 heures de Moscou, donc n'hésitez pas, quoi. Vous êtes en pleine nature. Et c'est important de sortir de la ville, de se ressourcer et de retourner sur des essentiels. Il me dit que là où on est là, apparemment avant, il y avait une base de l'armée qui n'était pas loin, puisqu'il y avait une sorte de passage naturel dans l'eau pour traverser la rivière Oka. Donc c'était un truc qui était assez important. Et les soldats russes traversaient la rivière ici, là, il m'a dit que c'était à 50 mètres par là, quelque part par là. Et ils traversaient avec les chevaux ici. Incroyable. Regardez les chachliks. Chachlik russe fait par Igor. Regardez-moi ça. Шашлык. Шашлык этот, грузинский. Вот сюда кидай. Главное, чтобы... Но он тормознет там. Если он сюда прям, ну сюда он по привычке, но лучше туда его не запускать. Это он. Сейчас он. Ну вот такое. Je sais pas, avec Igle, il y a une source naturelle à côté là. On va aller regarder. À 600 mètres.
Там это вкусная вода или нет? Можно, вкусно. Может? Я пью ее. Да? Но я ее прям пью так обычно. То есть как бы мне проще. C'est l'heure de rentrer à Moscou, on est sur la route du retour à 20 minutes du glamping. Et là on est dans une ferme à fromage. Avec un food truck à fromage. Regardez, en pleine campagne, même là ils mettent des petites tables sympas. Ну, у нас большая ферма, мы занимаемся, ну, у нас молочка, цех, так сказать, мы пиццу делаем. Вот. Pizza делето? Да. И корова здесь? Да, коровы вон там у нас на поле пасутся, вот, мы их доим, вот. И какой сыр делает? Сыр? Сыр, какой? Качота. Качота. Я потом покажу. Окей. Yes. Я потом покажу. У нас еще козье молоко есть. Вот, у нас и козий сыр, молоко есть. Вот. Окей. Вот. Non, normal. Можно сыр там, да? Давайте я вам лучше Да, покажу. пожалуйста. Да, давайте. Regardez les paquets de fromage là. Stylé. Wow. Это мы вакуумируем. Вот, да. La meule. Это гран-падано. Гран-падано это как итальянский? Типа того. Типа пармиджано, да? Как пармезан? Да. Пармезан. Да, это молодой пармезан. Ага. Так, смотрите. У нас есть качота. Вот, качота делается из коровы. Это качота с чесноком. Вот она такая. C'est épais, hein? What? It's свежий. Да. Свежий. Молодая. Да. Ну, у нас еще есть. Мы делаем гауду. Такой, ну знаете, гауда, такой. У нас еще есть сыр пальчетто, моцарелла пальчиком. Моцарелла? Это вообще наша звезда нашего магазина. Все разбирают, всем нравится, и детям. Приехали 10 лет тому назад. Здесь было чисто поле. Мы приехали и начали строить ферму. Начали строить конюшню, коровник, сыроварню. Сделали свой сыр очень вкусный. Начали с самого простого сыра, потом начали уже делать очень такой вкусный, выдержанный сыр. Делаем натуральные продукты для людей, для себя и для людей. И since how long they make She and how they learn to do it? А как вы научились? Сами, получается, учились делать? Ага. Научились сами делать, да. Мой муж, он сыровар, он ездил в Чехию. Он там учился на курсах специальных сыроварением. Здорово. Спасибо большое. Regardez là, le petit plateau dégustation. 3 fromages, ça c'est goat. Ça c'est le gruyère. 2 years. 2 ans, hein. 2 ans non, 24 mois. Avec la petite saucisse. On dirait une saucisse de morteau. Moi je suis au top là.